Salut à tous. Salut. Bienvenue dans Contrôle Z sur BX5, comme d'habitude ici, 100% good vibes. On parle d'actu, de bons plans, on ne se prend pas la tête. Et toujours avec vous sur le chat. D'ailleurs, dites-nous sur le chat si vous êtes chaud comme nous, ou en télé aussi, si vous regardez ça en télé. Pour rappel, émission Good Vibes, on reçoit des invités de qualité. Aujourd'hui, on reçoit Zélie. Oh là là, Zélie. Je sais pris le pied dans le tapis. Merci. Et puis, on est vraiment ravis de vous retrouver pour cette troisième émission. On est en live avec vous jusqu'à 22h, j'allais dire 21h, mais non, il est déjà 21h, on est en live avec vous jusqu'à 22h, un mardi sur deux. Et puis, on est en replay en télé tous les mercredis dès 16h45. Comment ça va autour de la table? Comment ça va, Alice? Ça va super, j'ai la banane. Ça commence bien, nous allons parler de banane justement aujourd'hui. On ne vous en dit pas, on ne dira pas plus tout de suite. Comme d'habitude, on commence tranquillou, on se commence léger. On démarre avec notre petit jeu, le classique, le mot, les expressions belges. Tu vas vite comprendre, Célie. Je vais faire deviner des mots belges à Alice qui est française, des mots un peu typiques, etc. On a noté quelques mots avec Yael et on va faire deviner autour de la table, quoi. C'est parti. Premier mot, c'est le mot côte. Qu'est-ce que c'est un côte, Alice? Ça doit être des logements. Ok, Parce c'est qu'il pas y a mal. ça dans les colocations et tout, c'est pas ça. C'est exactement ça. ouais. C'est Yes. une colocation étudiante, quoi. C'est un cote, c'est là aussi souvent où il y a des soirées étudiantes, quoi. Voilà, j'ai le souvenir de ça, le cote. Et c'est pas côte-côte comme la poule. Oh là là, c'est catastrophique cette émission. Directement, ça part sur les vannes. Ce sera sur le mot suivant, Yael, je t'écoute. Yes, un quiz tax. Qu'est-ce qu'un quiz tax? Une cuissarde. Il y a vraiment rien à voir. En plus, il y a vraiment la réponse dans le nom. Pour le coup. Non, en fait, il n'y a vraiment pas la réponse dans le Un nom. truc de Quiz taxe. Mais c'est- Ouais. mais c'est quoi une quiz? C'est quoi une quiz? Vous l'avez celle-là? pas. Quiz tax. Non. Non, je l'ai pas. Arrête pas les la blagues, ref s'il te plaît, Quiz Marc. Ça devient gênant là pour tout le monde. Ah ben, quiz tax, est-ce que vous l'avez sur le chat? Je viens à votre rencontre directement. Vous ne l'avez pas encore sur le chat. Mais Je n'hésitez l'ai, pas. Bravo la ref. Soyez là sur le chat, c'est hyper important. Un quiz tax, c'est en fait une voiture à pédales. Tu vois, sur le bord de la mer, là, sur la digue, tu peux faire sur des petites voitures en fer, enfin, c'est de la ferraille, quoi. Et voilà, tu peux pédaler le long Je de la ne mer. Il n'y a pas ça en connaissais France? Sûrement. Si. C'est grand la France. Hein. C'est grand en France. Après, t'es bretonne, donc il y a Oui. aussi des codes. Des Oui, côtes. oui. Ouais, sûrement. Mais j'ai jamais utilisé ou vu ça pour l'instant. Eh bien, on fera un team building à la mer en quiz tax, c'est prévu. Super. Alors, le mot suivant, c'est de la plasticine. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est de la plasticine? Est-ce que c'est alimentaire? Alors, ce n'est pas alimentaire. Non, enfin, on peut-être- déconseille d'en manger. On te déconseille en tout cas d'en Est-ce que manger. c'est pas genre en mode comme de la pâte à fixe? Ou On se rapproche. Célie, vrai, de la quoi colle C'est coloré. C'est quoi pour toi de la plasticine? Bah, pour moi, c'est. C'est difficile à expliquer en Ben fait. oui. Enfin, tu vois, pour les enfants, ils peuvent modeler, faire des petits. La pâte à modeler? Exactement. Voilà, tout à c'est fait. ça, c'est ça. Exactement ça. Tu as Ok. le bon terme. Et on termine avec le dernier mot, une clinche. Une clanche. Une clinche ou une clanche? C'est la grosse question. C'est Ah, gros, c'est un c'est le gros débat qu'on a avec débat. les Français et Est-ce les que Belges. vous, justement, vous dites clinche ou clanche? Dites-le nous dans le chat ou chez vous, Clanche. si vous regardez en replay. Une clanche ou une clinche. Alors, moi, je pense qu'on n'a pas l'information sûre, mais je pense qu'en France, on dit plus clanche. J'ai déjà entendu clanche, non? Ah ouais? Non, je sais Et pas. moi, je dirais qu'on dit plus clinche chez nous, chez les Belges. Toi aussi, Ouais, c'est clenche. J'ai jamais entendu clenche. Non, non plus. Toi, Alice, est-ce que un des deux mots te parle? Non. Non? Non, Même pas pas du une tout. petite idée. C'est alimentaire. On déconseille une C'est un nouvelle objet- fois d'en C'est un manger. objet ou pas? C'est un objet C'est un objet, oui, tout à fait. utile. Quand même. Ouais, non, c'est Genre quand même- utile dans la vie de tous les jours. Tous les jours, Un- t'en touches. Couteau? Une fourchette? Non. Je sais pas. Non, bah, C'est- c'est Tous les ça. jours, j'en touche. Ouais, c'est au niveau des passages de porte. Une poignée? Ouais, tout à C'est fait. une poignée. C'est En fait, une on a poignée de porte. Christophe qui nous dit dans le chat qu'on dit bien une clanche. Et c'est vrai, en fait, on dit pas une clinche, les gars, on dit une clanche. Après, on dit que quelqu'un est une clinche. Voilà, on dit quelqu'un qui est une clinche. Et quand tu dis quelqu'un est une clinche, c'est quelqu'un qui est à l'ouest, quoi. C'est une clinche, quoi. Exactement, qui est un peu de pied carré, quoi, comme on dit. Rien à voir. Rien à Ah, mais on va voir. terminer là-dessus. Voilà, c'est Voilà, bon. belle transition. Et autour de cette table, on l'a présenté tout à l'heure, on a une invitée qui va nous permettre de parler de relations, d'intimité, de communication. Bref, un sujet ultra actuel, surtout en période de Saint-Valentin, parce que oui, si vous avez oublié, ce samedi, c'est le 14 février, la Saint-Valentin. Mais on ne dit rien pour le moment sur le métier de notre invité. Marius va vous le faire deviner. Et vous, dans le chat, vous aussi, tentez de deviner le métier
de notre invité. Exact, on joue à un petit jeu très simple. Je vais te poser quelques questions, on va jouer un peu un qui est, tu vois. Je te pose quelques questions, toi tu me réponds de manière assez courte, concise, et on va aller très très vite. Et les gens dans le chat doivent deviner ce que c'est, et les gens qui nous regardent en télé aussi doivent deviner ton métier, qui est génial d'ailleurs. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt autour de la table? Allez! Première question, est-ce que ton métier c'est plutôt dans le domaine de l'humain que de la tech et des objets? Humain. Ok, est-ce que tu travailles surtout en parlant et en écoutant des gens? En parlant et en écoutant des gens. Ok. Dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des idées. Est-ce que les gens viennent te voir quand ils ont une question ou un blocage plutôt que pour acheter un produit? Question blocage. Ok. Je me permets de te couper, il y a Ryan qui demande si c'est alimentaire, en référence Mais tout le justement monde a à la- Alice. tout le monde a la dalle ce soir, tout le monde. C'est ça. Bah, parfois, Allez c'est parce que manger, les s'il gens vous ont la plaît. dalle qui viennent. Je pense qu'on peut arrêter l'émission là. Mais c'est pas alimentaire. C'est pas alimentaire. Merci Ryan. Est-ce que les gens, est-ce que toi tu reçois plus des couples ou c'est parfois aussi des gens qui sont seuls? Les deux. C'est les deux. Est-ce que tu parles de sujets qui touchent aux relations, à la communication, à des choses du quotidien? Oui. Est-ce que dans le chat vous commencez un peu à... Ouais. Oui, il y on a des bonnes réponses. On a vraiment. Ok. On a que des bonnes réponses. On a une bonne réponse et une moitié de bonne réponse. Ah, Il y a une petite- quelqu'un qui demande si tu es médecin. Non. Non, ok. Eh bien, on pose une toute dernière question, parce que je pense que les gens ont trouvé. Alors, est-ce que ton métier, est-ce que tu dois souvent déconstruire des idées reçues ou des mythes? Oui. Ok. Quel est ton métier? Sexologue. Et ouais, pour cette spéciale amour, qui de mieux que de recevoir une sexologue, Exact. justement, aujourd'hui en studio. Quel plaisir. Et vous étiez quand même pas mal à trouver. On a 4 bonnes réponses. Donc bravo à vous dans le chat. Félicitations. Bravo. C'est vraiment top. Donc tu es sexologue. Mais tu es aussi thérapeute de couple. Et tu fais aussi des thérapies de couple et tu es aussi un peu psychologue. En fait, sexologue, ça englobe ça. Donc, c'est vrai que les gens pensent que sexologue, c'est que le sexe. Mais pendant les études de sexologie, on a thérapie de couple, on a thérapie individuelle. Donc, en fait, ça englobe déjà tout ça. Et c'est assez marrant parce que tu as eu envie de devenir sexologue quand tu étais plus jeune et c'est grâce à la pop culture. Oui. Il y avait la série Charmed quand j'étais petite avec les sorcières, tout ça. Et il y avait une des sorcières qui était justement rédactrice dans un journal et elle répondait, en courrier du cœur, ça s'appelait comme ça à C'était l'époque. Phoebe, non? Ouais, c'est ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, quand je serai plus grande, je ferai ça, pour sûr. For Puis- sure, tu veux dire. For sure. Que des rêves aujourd'hui, Marius. Aujourd'hui, nous sommes hilarants. Sauf qu'après, j'ai grandi, on est passé de Charmed à MTV, bien sûr. Et donc là, c'est parti plutôt sur parental control, 16 ans et enceinte. Et je me suis dit, wow, moi, je veux pas être enceinte à 16 ans. J'ai besoin de prévention. Je trouve qu'on n'a pas assez d'informations, etc. Et c'est là que je suis tombée sur le Dr Phil. C'était un peu la référence sur MTV, qui était sexologue. Et c'est là que je me suis dit, je vais être sexologue plus tard. Trop bien. Voilà. Ok. Et dans ta pratique, tu inclus tes passions comme la danse et l'écriture, peut-être bientôt le chant. Et Peut-être. est-ce que tu peux nous en dire plus un peu? Est-ce que tu peux chanter en live, s'il te plaît? Alors là, démo. par contre, non. Ok. On y a cru. On y a cru. Non. Après, c'est parce que moi, je crois vraiment à la thérapie par le mouvement de manière générale, surtout quand ça parle de sexologie, tout ce qui est justement vaginisme, dyspareunie, c'est le corps qui nous parle. Donc, si on arrive à lier la thérapie avec le mouvement, déjà, on avance beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que j'aime bien mêler la danse, en tout cas avec ça. Et l'écriture, c'est plus pour le côté inconscient. Parce que c'est facile, pas toujours, hein, surtout en sexologie, mais de parler, mais parfois on n'a pas conscience de ce qu'on dit et de ce qu'on aimerait vraiment dire. Et je trouve que l'écriture, on peut voir ce qu'on a écrit, ça permet une meilleure réflexion, en fait. Est-ce que tu peux définir les termes de vaginisme, par exemple, que tu as... Et le deuxième, tu avais dit, Dyspareunie. c'est quoi Vaginisme, donc c'est plutôt des contractions que va faire le vagin, en fait, quand on essaye d'insérer quelque chose. Alors que dyspareunie, là, c'est plus une douleur qu'on Ok. ressent. Donc ça, c'est des blocages que les C'est ça. personnes avec vagin peuvent ressentir. Et du coup, vraiment, avec par exemple, la danse, tu peux vraiment débloquer ou enlever ces douleurs-là? Comment ça fonctionne?
Alors malheureusement non, c'est pas aussi facile, sinon je pense que ça se ferait beaucoup plus souvent. Mais ça aide dans le processus, ça peut aider, tout simplement parce que c'est connu que la partie du bassin, il y a vraiment toute l'énergie féminine et ça aide à juste être plus à l'aise avec son corps, à se reconnecter à son corps et justement à réussir à écouter ce qu'il nous dit. Ok. C'est beau ce que tu dis. Écouter son corps finalement. Mhm. Donc toi, tu es donc sexologue et thérapeute de couple. On va, je pense, rentrer directement dans le vif du sujet. Allons-y. Quels sont pour toi, justement, les piliers d'une relation, les grands piliers? Pour qu'elle fonctionne. Pour qu'elle fonctionne. Oui, c'est le plus important. Le cliché, hein, mais la communication, tout simplement. Parce que ça aide pour pouvoir parler et s'adapter, parce que chaque couple est différent. Et c'est pour ça que je suis pas très fan de piliers, de il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Parce que tant que vous avez de la communication et que vous êtes tous les deux d'accord sur ce que vous voulez dans votre couple, ben finalement, personne n'est là pour juger, quoi. Donc vraiment, la communication, pour moi, c'est le seul pilier qu'il devrait avoir. Et comment, justement, on travaille la communication? Parce qu'il y a certains couples qui ont du mal à communiquer. Mhm. Comment, justement, on peut aider, justement, cette communication au sein du couple? Alors souvent, quand on fait une thérapie de couple, là où le thérapeute sert plus en tant que médiateur, médiatrice, à réinterpréter, voir si la personne a bien compris. Parce que souvent, ce qui se passe, surtout quand ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, on pense savoir ce que l'autre personne pense. Quand elle dit ça, ça veut dire ça. Alors que parfois, en fait, rien à voir. Et donc, il y a juste une incompréhension. Et donc, ça peut vraiment aider d'aller en thérapie de couple, juste pour s'assurer que en fait, on a la même définition du même mot. Parfois, on oublie ça, surtout qu'on a grandi en se disant mais ça voulait dire ça, et donc on continue à grandir comme ça, puis personne nous dit le contraire. Puis là, on se met en couple avec quelqu'un, et en fait, c'est deux visions du monde qui se mettent ensemble, et personne se dit attends, viens, on regarde un petit peu si on a la même vision du monde. Et donc, généralement, ça sert à ça. Le plus souvent, on sert à ça. Et ça se passe sous une forme d'activité, de discussion? Chacun a sa technique, hein, un petit peu. Il y en a qui aiment bien commencer la thérapie en faisant un arbre généalogique pour voir des liens. Donc là, ce sera plutôt les thérapeutes plus dans la psychanalyse. J'ai pas compris quoi, ils voient un arbre généalogique et comment ça peut les aider justement. C'est parce que je comprends pas, c'est quoi le principe d'avoir un arbre généalogique? En fait, il y a différents courants en psychologie, et donc il y a un courant qui se base sur ce qui nous arrive et plus lié à notre passé, Okay. à justement ce que nos parents ont vécu, nos gros-parents, etc. Donc ça aide de voir l'arbre généalogique. Mais en tant que thérapeute, il faut aussi se demander est-ce que c'est adapté à nos patients. Donc moi, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues et qui m'ont dit ouais, la dernière fois, on nous a fait faire ça et tout, et je veux pas du tout faire ça, c'est pas mon délire d'écrire des trucs, etc. Donc je pense que c'est aussi super important de voir ce qui, avec les gens, sont plus à l'aise. Donc ça peut partir sur ça peut être juste, oui, discuter, laisser la parole à chacun, chacune, parce que parfois, vu qu'on est tout le temps ensemble, on n'arrive juste pas à parler sans que ça finisse en dispute. Et donc le fait de venir là, il y en a qui disent c'est juste le moment où on peut vraiment se parler de manière posée. Donc oui, discussion, ça peut... oui, ça pourrait être des jeux, des exercices aussi de chacun s'écrit une lettre, par exemple, et puis la lit pendant la consultation. Ça dépend vraiment. C'est au cas par cas, donc. Voilà. Puis toi, j'imagine que tu dois t'adapter énormément, que chaque relation est super différente et chaque personne aussi fonctionne méga différemment. Et donc toi, tu passes beaucoup de temps, j'imagine, à aussi analyser et t'adapter en fonction de toutes les situations que tu vois, quoi. Vraiment. Et moi, c'est ce que je dis en première consultation. Je dis, je suis là pour moi m'adapter à vous et pas l'inverse. N'hésitez pas, vous aussi, sur le chat, si vous avez des questions pour Célie, sur l'amour en général, ou si vous avez plutôt une question vraiment personnelle, n'hésitez pas à nous la prendre poser rendez-vous avec Célie. Et ouais, à nous la poser aussi sur le chat, n'hésitez absolument pas. Je crois aussi, toi, Marius, tu avais une question justement sur les personnes qui peuvent aussi se dire voilà, je n'ai jamais de chance en amour. Je te laisse poser du coup. J'avais une question, je n'étais pas au courant, mais ok. C'est une blague. Qu'est-ce que toi tu dirais à quelqu'un, parce que souvent on entend souvent les mêmes phrases qui reviennent, c'est « je n'ai jamais de chance en amour ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Ou est-ce que justement... C'est vraiment un dieu de l'amour qui te dit toi, t'es condamné. Toi, c'est mort. Est-ce que toi, tu as un conseil à donner à ces personnes-là qui te diraient voilà, moi, j'ai jamais de chance en amour, comment est-ce que ça se fait, les gens qui s'appuient toi sur leur sort? Mais déjà... se poser des questions de comment on est avec
le genre vers qui on a attiré. Regarder un peu son propre comportement. Peut-être que... En fait, est-ce que toi-même, tu auras envie de sortir avec toi? C'est un beau, peu ça. bête comme question, mais pose-toi la question. Et aussi, et ça, c'est une question que je me suis aussi posée, pas récemment, il y a peut-être 2 ans, mais est-ce que tu es le style de ton style? Waouh. Ouh, c'est très philosophique. C'est-à-dire. Ouais, parce que parfois, on est attiré vers un type de personne, et en fait, ce type de personnes, elles sont juste pas attirées vers nous. Hein. Donc, c'est pas qu'il y a personne qui veut sortir avec toi, c'est juste que toi, tu cherches que ce style-là, et tu oublies tout le reste, parce que tu es focus sur ce style-là. Mais si des fois c'est de l'attirance, donc des fois tu peux pas spécialement choisir non plus vers le style vers lequel tu es attiré. C'est vrai, mais tu peux choisir ce qui est important pour toi pour construire une relation. Et donc, si finalement le style vers lequel t'es pas, enfin vers lequel t'es attiré, ben c'est pas un style avec lequel tu peux construire des choses. En fait, toi, si tu as envie de construire une vraie relation, ça veut dire que c'est déjà pas, il y a pas les cases qui sont remplis là. Donc, c'est-à-dire que c'est pas les bonnes personnes. Quand tu dis le style physique, enfin quand tu dis justement le style, c'est le style physique ou plus le style intérieur? Ou les C'est le style physique, c'est ce que la personne dégage, c'est l'hygiène de vie de la personne aussi, ce qui se voit, mais ça, c'est pas que le physique. Okay. Et parfois, oui, on a vraiment qu'un seul style, et après on se dit mais personne m'aime. Non, c'est juste ce style-là qui t'aime pas. Mais il y a d'autres personnes. Oui, et puis des fois il y a t'as des personnes qui ne correspondent pas du tout à ce que toi tu as besoin aussi. Enfin, moi je vois beaucoup de copains ou des copines qui sont typiquement attirés par exactement le même type de personnes, genre des mecs un peu discrets, distants, machin, qui communiquent pas très bien, sauf que tu as besoin de communiquer toi dans ton couple. Et tu as vraiment besoin de ça, tu as besoin d'une personne qui est présente, qui te valorise. Du coup, forcément tu vas en souffrir, alors que cette personne-là, du coup, peut très bien, le style distant, enfin, tu vois, peut très bien convenir à d'autres personnes, mais ne convient pas à toi, quoi. Est-ce que c'est vrai, du coup, qu'on peut être attiré justement par un style qui est un peu plus distant, qui est un peu plus froid, discret? On peut dire qu'on peut être attiré par tous les styles, évidemment, mais tu vois, souvent, on entend aussi maintenant beaucoup de jeunes qui disent « Ah, moi, je suis attiré que par les mauvais, par ceux qui sont, tu vois... » Les bad boys, les bad girls. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe et un truc un peu tendance, quoi, tu vois? Bah, y a toujours eu ce truc de si moi je suis, si moi je suis. Donc c'est vrai, il y a ce truc de je vais être attirée vers ce qui n'est pas attiré vers moi, parce que c'est plus difficile, il y a un petit challenge. Mais pose-toi la question, est-ce que tu veux souffrir toute ta vie, quoi? T'aimes le challenge, mais parfois, en fait, on n'a pas romantisé le fait que parfois ça peut être facile, la vie. Eh oui. C'est une de mes copines d'ailleurs qui, je crois, est en train de me regarder, qui m'a dit mais des fois s'ennuyer c'est dire que t'es heureuse. Mais tellement. Genre s'ennuyer des fois dans le couple, dire en mode il se passe rien, mais en fait ça veut juste dire que c'est bien. Que tout roule. Que tout roule en fait, et que c'est ok de s'ennuyer des fois dans le couple. Après, il y a plein de choses, fais des activités, sors, mais c'est pas parce que t'as pas la boule au ventre, que les papillons dans le ventre, le cœur serré... Enfin, tous les trucs comme ça, au contraire, c'est des trucs qui sont très liés au stress, à l'angoisse. Et c'est ça. Bah, ce qui est beau, c'est quand quelqu'un te dit en fait, je suis avec cette personne parce qu'elle m'apporte la paix. Ouais. Voilà, t'as pas besoin de feux d'artifice tout le temps. Finalement, est-ce qu'une vie sereine, tranquille, avec quelqu'un qui t'apporte la paix, c'est pas juste plus simple? Et il y a aussi ce truc-là où moi, vraiment, on le sort souvent, et je suis ce genre de personne qui le sort, mais c'est quand tu cherches pas, tu trouves. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que spécialiste un peu de l'amour? Est-ce que c'est vraiment genre, est-ce qu'on peut vraiment activement chercher et trouver, ou vraiment ça nous tombe dessus, quoi? Je pense que les deux sont possibles, sinon il n'y aurait pas les applications de rencontres, etc. Après, ça dépend de ce en quoi vous croyez. Mais il y a ce truc, tout est énergie. Et donc le fait de tout le temps, constamment chercher, en fait, tu dis tout simplement que tu es en manque de ça. Alors que le moment où tu arrêtes de chercher, en fait, tu fais croire à toi-même que c'est possible que ça arrive. Donc c'est pour ça que parfois, il y a des personnes, oui, c'est le moment où elles arrêtent de chercher que ça arrive, parce que tout simplement, elles sont plus en manque de quelque chose. Donc déjà, elles vont plus attirer les personnes qui cherchent juste à avoir des personnes qui sont en manque. Et donc généralement, ce genre de personnes, voilà, c'est pas celle qui vous traite le mieux. Et donc, ça leur permet d'être plus attirées vers des personnes alignées avec qui elles sont. C'est un moyen de filtrer aussi, entre guillemets, le mauvais pour toi, quoi. Ouais. Okay. Et on parlait d'applications de rencontres, justement. Toi, est-ce que tu trouves que ces dernières années, surtout via l'effervescence des applications de rencontres, tu vois qu'il y a un impact... c'est quoi l'impact que toi, tu trouves qui... Voilà, c'est super français. Tu te prends 2 étoiles de pied dans le tapis. Peut-être que je vais le faire en anglais. Est-ce que tu trouves que justement les applications de rencontres ont un impact sur les relations amoureuses actuelles?
Oui, ben c'est le fait de croire qu'on a tout le temps le choix. C'est aussi simple que ça, alors que finalement, on a vraiment le choix. C'est juste que là, c'est beaucoup plus facile de le trouver, et donc ça pousse à faire moins d'efforts. Ça pousse à justement croire parfois qu'on est tout seul parce que on a liké que son style, et ce style-là nous a pas liké en retour, et donc on n'a personne. Ouais, on n'a pas de match, etc. C'est ça. C'est un peu frustrant. Voilà, et donc ça peut pousser aussi à arrêter de chercher. Enfin, ça peut casser énormément de choses, comme ça peut créer aussi de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, parce que ça permet de rencontrer des gens quand même plus facilement aussi, hein, il ne faut pas l'enlever. Mais ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on se drague, on se parle moins dans la vraie vie, du coup. Donc voilà, il y a ses bons et ses mauvais côtés. On peut trouver l'amour sur les applications de rencontres, hein, mais j'espère qu'on pourra encore les trouver dans la vraie vie. Ouais, ou trouver un juste milieu entre les deux, quoi. C'est ça. Et justement, la transition, je vous jure, elle était incroyable. Elle est Masterclass. préparée, elle est magnifique. Si vous ne savez pas quoi faire justement avec votre crush, votre partenaire cette semaine, Yael vous a concocté quelques petits bons plans, et c'est le radar de la semaine pour un spécial Saint-Valentin. Et oui, pour cette semaine de l'amour, j'ai quelques bons plans à vous donner, que vous soyez en couple ou bien solo, parce que c'est totalement ok, on ne laisse personne sur le bord de la route. Pas vrai, Marius? Et c'est ok. C'est ok, tout à fait. Comme dirait Alice, c'est totalement ok. C'est totalement. C'est que tu dis souvent ok. Ok. C'est marrant. Ouais, je dis souvent. C'est très ok, ouais. français, je trouve, de dire ok. C'est vrai, c'est français. On dit jamais Ouais, ok. on dit Non. pas Mais ça. beaucoup de personnes disent ok. Enfin, c'est ok quoi. Ok. Moi, je dis c'est ok. Ok. Je Dites-nous sais pas. justement sur le chat si vous dites plutôt ok, Ok ou ok. ou ok. On est assez curieux. Si vous voulez vous mettre plein les yeux à votre moitié, direction le Bright Festival, c'est du 12 au 15 février prochain. Bruxelles va se transformer en une balade nocturne magique avec des installations lumineuses géantes entre le quartier européen et le quartier royal. C'est le plan parfait pour marcher main dans la main dans une ambiance poétique entre œuvres spectaculaires et architecture illuminée. Et pour les 10 ans du festival, parce que c'est pas la première édition, il y aura aussi des animations, une parade lumineuse et un marché festif. Et puis, petit bonus de cette année, il y a un nouveau marché ouvert, le Bright Brussels Food, qui va proposer plein de produits locaux avec une ambiance de guinguette d'hiver pour une petite pause romantique durant votre balade lumineuse en pleine capitale. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée justement de premier date, en vrai? Le premier date. Ouais, Ouais, non, en vrai, c'est chouette. c'est chouette. Hein. Ça change au moins, c'est dehors, donc il y a moyen de parler sans que ça soit un peu rasoir. Non, c'est chouette quand C'est même, en chouette, et vrai. puis En sur fait, je viens de l'extérieur. penser, tu dois avoir des histoires qu'on te raconte de dates mais exceptionnelles à raconter. De date, pas tant que ça. Ça, Ok. ça va. Parce que vu Ok. que j'ai des couples, souvent qui sont mariés depuis plein d'années, justement, ils font plus trop de dates. Ah ouais, mais j'ai des anecdotes un peu folles que... Enfin, t'as d'office déjà une anecdote un peu folle, quoi. Mais tu nous raconteras ça peut-être plus tard. On continue à présent sur l'eau et toujours à Bruxelles. Rivière Tour propose de vous balader en amoureux sur le canal, et ce, à partir de 15 €. Donc c'est bien, c'est un petit budget. 15 € par personne. Ambiance Titanic garantie, donc sur l'eau, un moment suspendu avec un décor urbain qui défile doucement autour de vous. C'est à Bruxelles, c'est aussi dans plein d'autres villes ici en Belgique, à Anvers il me semble. Seule petite vérification qui est nécessaire avant d'embarquer dans le bateau, s'assurer que la personne qui est avec vous n'est pas le mal de mer, histoire de ne pas flopper ce date ou ce petit rendez-vous pour de Saint-Valentin. Après, si ça se passe mal, c'est bien, tu peux juste le pousser. Le pousser, c'est ça. C'est fini, quoi. C'est ça, c'est un Mais moment de jamais faire de complicité. date Quoi. avec Marius. Et enfin, on termine par un clin d'œil aux fans de vintage et de belles mécaniques. Le Love Bugs Parade est l'occasion parfaite de vivre un moment insolite à deux. Rendez-vous le dimanche 16 février, 15 février même, parce que c'est ce dimanche 15, sur l'esplanade du Cinquantenaire pour admirer des coccinelles mythiques et d'autres voitures rétro. Voyez les Beatles là. Un peu rétro, c'est très très cool. J'adore. Le départ officiel se fera depuis l'Auto World à 14h et le cortège reviendra vers 15h30. Et pensez à prendre quelques clichés de vos moments à deux, parce que les coccinelles, ça fait toujours son effet sur Insta, surtout que le rétro revient en force. C'est vrai, hein. On voit que ce soit sur les fringues, que ce soit sur les réseaux et tout, ça revient très fort en force. Et puis un date au milieu de voiture, c'est quand même assez original. Donc, Faut être why fan not? de voiture quand même. Ouais. Mais tous ceux qui sont fans de Formule 1 même, tout ça. Moi, mon Et il y en a angoisse, beaucoup. hein. Angoisse. Ah, Est-ce ça, que faut t'as le vraiment permis aimer. même? Alors, question suivante. Et moi, je voulais rajouter un truc, je sais pas si vous avez vu passer, moi j'ai vu passer ça la semaine dernière, ce que Ikea a organisé pour la Saint-Valentin. Ah non, j'ai pas vu.
Alors, c'est génial. Ikea, en fait, transforme tous ses magasins, donc ce vendredi, 13 février, la veille de la Saint-Valentin, en un concept gastronomique Saint-Valentin. Attention, ouvert à tout le monde, c'est super important. Ce n'est pas que pour les couples, donc vous pouvez y aller aussi avec votre copain, vos parents, votre chien. Je ne sais pas si les chiens sont autorisés. Et en gros, ils revisitent tous leurs plats traditionnels, les bonnes boulettes de chez Ikea, dans une version un peu gastronomique. Inspiré des grands classiques d'Ikea, et c'est pour justement fêter encore une fois la Saint-Valentin en Suède, l'amour pour toutes ses formes. Et pour ceux qui se demandent où ça se passe dans les Ikea de Zaventem, Anderlecht, Wilrijk, Gand, Hasselt, Mons et Arlon. Donc voilà. Et oui, et vous n'êtes pas obligé d'aller en couple parce que Marie nous précise aussi que la Saint-Valentin, c'est aussi la fête de l'amitié. Donc aller entre base, potes. c'était ça. De base, c'était ça, Ouais. historiquement, tout à fait. Donc c'est totalement ok de sortir avec ses amis le 14 février. Mais vive Sachez-le. l'amitié. Hein. Et vive l'amour. l'amitié. Il y a beaucoup d'amour dans les amitiés aussi. L'amour sous toutes ses formes. Et ça, Tout. c'est beau. C'est très beau. Et puis si vous avez la flemme de sortir, ou au contraire si vous culpabilisez de pas sortir, eh bien Marius va nous parler d'un réseau social un peu spécial lié au sport aujourd'hui, non ? Exactement lié au sport, mais toujours lié à l'amour, parce qu'on est sur une mission ici spéciale amour, et l'amour sous toutes ses formes. Et ben moi, j'ai un amour particulier pour le sport. C'est beau, encore une fois, ce que je viens de La dire. transition est très bien faite, bravo. Parce que vous savez, je fais pas mal de sport, et ce week-end, je suis allé courir, et truc tout simple, j'ai mis mes écouteurs à fond, je me suis pris dans un film, je courais, c'était génial, je sais plus c'était quoi la musique, mais c'était génial. Je me sens bien, et en rentrant, je finis ma petite séance, et petit réflexe, j'allume mon Strava. Ok, vous me voyez venir. Pour ceux qui ne connaissent pas Strava, c'est une application. Est-ce que vous connaissez vous Strava? Ouais. Oui. Ouais, vous l'avez déjà utilisé? Jamais. Oui. Jamais. Je ne À cours fond. pas. Pour ceux qui nous regardent en live sur Twitch ou à la télé, ceux qui ne connaissent pas Strava, c'est une application où tu enregistres tes sorties. Donc ça peut être une course, un vélo, de la marche, et ça te trace en fait tout ton parcours. Ça te met la distance que tu as parcourue, parfois le dénivelé, bref, toutes tes statistiques, la performance de ton run ou autre. Et surtout, ça te crée vraiment un feed, donc c'est un vrai réseau social comme Instagram. Et c'est pas juste une application de sport, tu peux aussi liker, commenter. Enfin, c'est vraiment le réseau social de sportifs, quoi. Et il y a un truc super important dans la mécanique, c'est que tu peux automatiquement partager aussi ta performance sur Instagram. Donc en fait, tu fais un screenshot de ton Strava, de ta performance, où tu peux le partager du coup en story Instagram en mode voilà, j'ai couru 6 km à cette allure-là. Et bah, l'idée, voilà, c'est toujours un peu les réseaux sociaux, c'est de montrer qu'on court, c'est la performance. encore Pour une fois. flex, en soi. Pour flex, exactement comme disent les jeunes. Et on le voit souvent, voilà, j'ai posté mon petit Strava, j'ai fait mes petits 5 km, etc. Moi, je vais être honnête avec vous, j'utilise Strava. Ça va faire super pick-me ce que je vais dire, mais je l'utilise vraiment pour moi. Je crois que j'ai 3 abonnés. Et même parfois, quand les gens demandent de me suivre, je refuse toujours parce que je veux vraiment garder ça pour moi, pour éviter justement ce truc de comparaison. Et j'ai envie que ça reste vraiment une motivation personnelle et regarder juste mes stats à moi et vraiment éviter de me comparer et de voir si je progresse, etc. Et là où ça devient intéressant, comme une émission comme la nôtre, c'est qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux, de pop culture, des sujets un peu plus touchy. Et Strava, c'est un peu la même mécanique que les réseaux sociaux. On se compare, on regarde ce que les autres font, on voit que les gens courent. Des fois, si on court pas, si on court moins bien, on va se comparer. Et ça peut nous faire sentir mal. On compare les kilomètres, etc. Et moi, je veux pas trancher. C'est bien, c'est pas bien. Tout le monde fait ce qu'il veut. Strava, ça peut être très bien pour... voilà, on est une safe place. On écoute tout le monde. Chacun l'utilise comme il veut. Mais j'ai un peu analysé Strava. J'ai réfléchi pendant la nuit. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Et j'ai découvert 2 façons d'utiliser. Tu as le Strava un peu simple, selon moi. Le Strava où ça te motive, ça te donne un cadre, tu te fixes des objectifs, tu te sens fier de toi, tu le fais vraiment pour ton bien-être. Et pour moi, ça c'est bien, et tu restes régulier, etc. Tu n'as pas besoin de le montrer ou de trop le partager, en tout cas dans un grande échelle. Et tu as selon moi le Strava qui est un peu plus toxique, où là, encore une fois, on ne juge pas. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais c'est quand tu cours un peu pour le montrer. Et je pense que ça peut vraiment être une motivation. C'est bien aussi de se dire, vas-y, c'est cool parce que je vais pouvoir le montrer, ça te motive à courir, mais quand tu regardes un peu les sorties des autres et tu te dis, ah, ok, lui, il était plus vite que moi je me sens en retard, ah, il était courir, moi, je ne l'ai pas fait. Je trouve qu'on rentre encore une fois dans une comparaison de réseaux sociaux et de mécanismes de comparaison, encore une fois. Et là où je trouve que ça peut être très dangereux, notamment pour la santé mentale, et là où le sport devient un peu plus problématique, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis totalement d'accord avec toi. À fond. Vous le voyez plus comme quelque chose de... Moi, je pense que tout est bon à apprendre, mais c'est vraiment la question de genre, faut le faire pour soi, faut pas le faire pour les autres. Parce que si tu commences à faire des choses pour les autres, tu vas avoir un regard trop biaisé sur ta production, sur tes performances. Mais que là, on parle de sport, mais ça peut être pour plein d'autres choses, quoi. Faut vraiment que ça reste un plaisir et pas quelque chose de négatif, quoi. À fond. Vraiment.
J'ai l'impression aussi qu'il y a des gens, et c'est trop triste, et c'est le problème des réseaux sociaux. Attention, les réseaux sociaux sont très bien, surtout moi en tant qu'influenceur, je ne devrais pas dire ça, mais voilà, on reste encore dans une comparaison. Et j'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui vont courir vraiment pour le partager, quoi. Pour avoir ce truc aussi de dopamine, de se dire, ah, si je le fais, les gens vont me dire, ah, c'est bien, il est sportif, machin, et je trouve que ça a un peu. Après, tu vois, sur Strava, tu as aussi les clubs, typiquement les clubs de sport, tu vois. Enfin, j'ai fait partie d'un jadis. Parce que Yael était un grand coureur, et toujours un coureur d'ailleurs. Moins avec le temps. On va pas se le cacher. Mais tu vois, ça, typiquement, Strava, c'est hyper cool pour pouvoir un peu voir ce que les autres ont fait, surtout quand on a les mêmes programmes, etc. Certes, pour se comparer, mais de manière totalement, enfin, pas toxique, tu vois, dans un but justement d'évolution. S'inspirer, du coup. S'inspirer. Après, je pense que voilà, Strava est devenu vraiment un réseau social avec le temps, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et effectivement, ça a amené aussi son lot de toxicité, comme tout média social en soi. Exact. Toi, tu cours un petit peu, Céline ? Je vais être obligée parce que je me suis inscrite aux 20 km. Allez. Donc voilà. Mais après, je trouve ça. Je vois la limite où ça peut devenir toxique. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui va juste courir pour faire sa photo, il est aussi un petit peu trop chouette. La personne a été courir, elle a fait un peu de sport. Donc si ça la motive de savoir qu'il y aura une photo après, mais qu'en même temps elle fait du sport, parfois ça peut être aussi positif. Carrément. Ouais, et tu peux aussi partager tes performances parce que tu peux être fier de toi. Genre, typiquement, les 20 km de Bruxelles, si c'est la première fois que tu les fais, ben, genre, tu peux partager parce que tu peux être fier de toi. Tout le monde n'est pas capable justement de faire les 20 km. Du moment que tu n'en fais pas non plus des tonnes, justement. Et c'est là où ça devient vicieux. Mais tu peux partager, je pense, une photo, ta carte, machin, sans que ça pose de problème. Complètement. Encore une fois, on parlait de l'intelligence artificielle la semaine dernière. C'est toujours la même chose. C'est où est-ce que tu mets ta limite, où est-ce que tu... Enfin, c'est comme d'habitude, c'est les excès, quoi. Éviter les excès de manière générale. Super intéressant, merci. Merci à toi. Voilà, je pense qu'on peut passer à la Séquence suivante. Belle transition. C'est beau. Non, j'aurais bien faire une petite musique de séquence suivante, genre hashtag gênant. Elle vous donne à chaque émission ses meilleurs recos de podcast. C'est notre Alice nationale. Comment tu vas, Alice ? Ça va super. Quel plaisir de t'avoir à chaque émission autour de la table. C'est toujours un plaisir. Et aujourd'hui, pour cette spéciale amour, tu vas nous parler de nos relations et surtout de la bisexualité. Exactement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois un podcast arrive comme une petite lumière. Une lumière qui éclaire autrement quelque chose qu'on pensait déjà comprendre. C'est exactement ce que j'ai ressenti en découvrant Bisexualité, avec un S à la fin, un grand S. Un podcast diffusé par la RTBF, nos chers consoeurs et confrères, et réalisé par Fanny Ruet. J'avais désactivé mon micro. Je suis désolé. Une humoriste belge qui est d'ailleurs passée il n'y a pas si longtemps que ça sur BX1 dans une autre émission à travers le miroir présenté par Vanessa Lullier qui est disponible en replay justement sur YouTube et notre site web bx1.be. Voilà, c'était pour un petit instant promo. Et dès le départ, le podcast soulève des questions simples mais profondes. Est-ce qu'on aime de la même manière un homme et une femme ? Est-ce que avoir aimé des personnes de genres différents fait forcément de nous quelqu'un de bisexuel ? Peut-on se laisser la liberté d'explorer ses désirs ? Et surtout, est-ce qu'il est un jour trop tard pour ça ? Plutôt que de répondre frontalement, Bisexualité choisit de laisser la parole à celles et ceux qui vivent ces questions. 5 personnes témoignent. Tatiana, Mathilde, Xavier, Lina et Alan. 5 parcours très différents qui montrent surtout qu'il n'existe pas une bisexualité, mais une multitude de vécus. Tatiana, par exemple, pensait jusqu'à ses 30 ans que les hommes ne l'intéresseraient jamais. Elle les imaginait pas assez attentifs, pas assez présents. Après plusieurs relations avec des femmes, dont une qui a duré quand même 6 ans, elle rencontre son compagnon. Elle raconte comment ses certitudes se sont peu à peu estompées, ouvrant la porte à une vision beaucoup moins binaire de sa sexualité. Mathilde, elle, n'avait jamais remis en question son hétérosexualité, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de la sœur de sa meilleure amie. Elle parle alors dans le podcast de l'euphorie de cette relation, du sentiment d'interdit, mais aussi de la peur du jugement et de l'appréhension de faire son coming out auprès de ses parents et de ses proches. Aux yeux de son entourage, Alan est hétérosexuel. Il ne sort qu'avec des femmes. Pour autant, il est autant attiré par des hommes et il a
des expériences sexuelles avec des hommes. Il revient justement sur ses premières expériences, ses petits cafouillages par moments et aussi ses questionnements et les raisons pour lesquelles il choisit de cacher sa bisexualité à ses proches. Et puis il y a Xavier qui explique qu'il se considérait autrefois comme une fille lesbienne et après sa transition sociale et médicale, son orientation sexuelle et romantique évolue. Aujourd'hui, il en arrive à penser que les étiquettes sont parfois plus que des barrières, sont parfois plutôt des barrières que de véritables outils pour s'affirmer. Et puis, on a Lina, même s'elle a toujours vécu dans des milieux LGBTQI+, elle ne s'est jamais vraiment considérée comme queer, jusqu'au jour où, en études supérieures, elle tombe amoureuse d'une fille et du coup, elle raconte la nouveauté, l'excitation et la découverte d'une attirance qu'elle n'avait jamais vraiment envisagée. Et ce que j'ai trouvé vraiment très fort, c'est que ces 5 témoignages totalement différents, d'âge aussi différents. On a des jeunes personnes de 20 ans qui ont même découvert leur bisexualité quand ils étaient très jeunes, à 14-15 ans, mais d'autres, c'est des personnes à 40 ans qui la découvrent. Donc on voit vraiment que ce n'est pas du tout linéaire, et du coup ça casse énormément de clichés, parce que non, la bisexualité, ce n'est pas une phase, non, ce n'est pas une hésitation, et non, elle ne se vit pas de la même façon pour tout le monde. Certaines et certains parlent de désir, d'autres de peur, de liberté, de doute ou de certitude tardive, et toutes ces expériences sont légitimes, elles sont ok. Là où beaucoup de discours restent théoriques, bisexualité choisit l'intimité. On écoute des voix qui racontent comment leur manière d'aimer s'est construite, parfois dans l'incertitude, parfois dans l'évidence. 5 histoires pour 5 bisexualités différentes. Donc les épisodes sont à écouter sur YouTube ou la RTBF. Et bien sûr, si ces récits touchent autant, et en tout cas me touchent autant, c'est parce que j'aime bien rappeler une chose qui est universelle, mais que peut-être qui est toujours important de rappeler, c'est que la liberté d'aimer comme on est, sans pression, sans case et sans injonction. Merci Alice pour cette On a le droit reco. d'aimer. Voilà, Bien vive vu. l'amour. Vive l'amour. Et Vive l'amitié, Surtout plus sur cette période. Et vive l'amitié. l'amour Tout sous toutes à ses fait. formes, vive le sport, vive Célie aussi. C'est Célie. la banane. Qui est avec nous aujourd'hui. Juste avant qu'on passe justement à la séquence suivante, on a reçu justement un petit message sur le live Twitch, donc n'hésitez pas à continuer justement à nous envoyer vos questions pour Célie qui est aujourd'hui en studio avec nous. Important de préciser que Célie enverra les factures à chaque personne en fin d'émission. Exactement, par mail, Everything is consultez vos business. spams. Est-ce que... J'allais t'appeler Élise. Est-ce que Alice... T'as du mal Tu avec veux- les prénoms ce soir? Exactement, j'ai du mal. Est-ce que Alice, tu veux justement nous lire le témoignage de J415, s'il te plaît? Du coup, je cite. Moi, j'ai une question sur l'interprétation d'une conversation. Donc, le contexte. Je n'ai jamais eu de relation avec quelqu'un. Ici, je parle avec une fille avec qui j'ai installé un petit flirt auquel elle est réceptive. Ma question, c'est que mon dernier message date d'hier soir. Elle a liké ce matin sans réponse. Donc, juste un like, elle n'a pas répondu au message. Du coup, est-ce que c'est une mise en attente volontaire ou la personne se demande si elle doit relancer la conversation ou attendre qu'elle revienne vers lui? Après, ça dépend de la conversation. Est-ce que le dernier message, même quand toi tu le lis, tu as l'impression qu'il y avait une réponse évidente? Si ça finit pas par point d'interrogation, peut-être que justement, elle a compris ça de manière simple et qu'elle voit pas de réponse ou qu'elle a pas de réponse. Donc, elle a préféré liker pour que ce soit plus simple. Donc, si toi, tu as vraiment envie de lui parler, oui, tu peux relancer sans aucun problème. On espère justement que ça a pu justement t'éclairer justement sur ta question. T'as à dire un truc, Alice? Ouais, c'est surtout que je trouve que les messages sont très durs. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un sujet au niveau des relations. Pour le coup, même pas que romantique. On parle vraiment de relations amicales, Au sens large. professionnelles, voilà. Mais l'interprétation des messages, c'est vraiment un vrai sujet, quoi. Je trouve que ça peut vraiment te bouffer l'esprit, alors que, par exemple, je suis ce genre de personne horrible qui lâche des vues. Mais qui C'est lâche horrible. des vues, mais genre de 4 jours, quoi. Genre vraiment, alors que moi-même, si on me lâche un vu, je peux angoisser. Et du coup, je me fais le parallèle en mode, mais toi-même, tu lâches des vues. Juste la personne, elle a ouvert, elle peut pas te répondre, machin, mais du chouette. Mais typiquement, un vu, un like, des choses comme ça, c'est un peu... ça peut être hyper violent pour les personnes, alors que en fonction de
Est-ce que toi, tu vois qu'il y a vraiment des problématiques quand il y a des personnes viennent te voir et qui disent... Parce qu'il n'y a pas les émotions derrière des messages. Donc, par exemple, le like, comme dans l'exemple, je sais qu'il y a certaines personnes, justement, liker, ça veut dire, en fait, j'ai rien à dire ou je m'en fous. Et donc, je like parce que, voilà, ça, c'est plus simple. Il y a certaines personnes qui vont liker parce qu'elles ont juste rien à répondre, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées. Mais donc, toi, tu sais pas à qui tu parles. Donc, c'est ça le problème un peu des messages. Pas de règles, en fait. C'est ça, tu sais jamais. Sauf si tu demandes, mais après, ça casse un peu le flirt, là, de lui dire, en fait, j'ai pas trop compris. Est-ce que tu as liké parce que tu savais pas quoi dire? C'est ça. Voilà, donc... Tu passes pour le fou de bus, quoi. C'est pour ça que je pense que, finalement, agis comme toi, tu as envie que ta relation, elle soit. Si toi, tu es plus, en fait, quand j'ai envie de lui parler, j'ai envie de lui parler, fais-le déjà maintenant, pour que ça soit déjà votre dynamique de relation, finalement. Et qu'elle sache que quand toi, tu fais ça, elle peut l'interpréter de cette façon-là. Et comme ça, tu vas commencer à comprendre comment elle répond à tes messages. Donc, je crois qu'il faut moins se poser des questions et plus être soi-même. Parce que de toute manière, si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne et tu n'auras pas de regrets parce que tu auras été toi-même et au moins ça, tu sauras. Next, du coup. Pas Next qui relance. Il est ça quand même. C'est ce qu'il raconte. Ça va, elle a juste liké non plus. C'est pas comme si elle a dit. C'est pas prendre les choses personnellement, je pense. Super important de se dire, c'est pas parce qu'il fait ça que c'est moi, il a un truc ou elle a un truc contre moi. C'est super sage, hein. Mais quand on aime quelqu'un, c'est tellement dur de pas prendre sa version. Franchement, dans la théorie, oui. Hein. Faut pas prendre tout personnellement. Parfois, tu sais pas ce qui se passe dans la vie des autres. Mais je comprends que c'est super dur de pas le prendre personnellement. On a aussi une question un peu plus légère. Bonne ou mauvaise idée de tester la solidité de son couple sur l'île de la Tentation? Petite anecdote, moi j'ai quand même deux personnes. J'ai fait l'île de la Tentation. Non, pas moi, mais j'ai deux personnes de ma famille quand même qui ont fait l'île de la Tentation. Allez. Mais que en tentateur et tentatrice. Ok. De là, cette saison-là? Non, Parce que non. nous, on se fait des soirées call à l'île de la Tentation tous les jeudis soirs. Une, vu que c'est mon oncle, ça remonte à super longtemps. Et l'autre, c'était, je pense il y a genre 5 ans, mais c'était la version flamande. Ok. Il y a une version flamande? Ouais, mais c'était flamande Pays-Bas, quoi. Ah oui, ok. Ouais, donc plutôt néerlandophone. De nos voisins. De nos voisins. Vous en pensez quoi? T'as pas envie de répondre? Non, mais je suis curieuse de votre avis, de l'avis du chat. Vous pensez que c'est une bonne idée? Elle est tellement corpo, elle a demandé l'avis du chat. C'est trop fort. Allez-y, justement, dites-nous ce que vous en pensez. Bonne ou mauvaise réponse? Moi, pour être honnête, je ne connais pas l'île de la Tentation. Ah non? What? Le Pas principe trop la est ref. incroyable. J'imagine que c'est... En gros, c'est 5 couples qui viennent tester leur solidité et du coup, ils sont séparés. Donc, c'est des couples hétéros, hein, les 3 quarts, enfin tout le temps. Super la diversité. Voilà. Et du coup, t'as les 5 mecs qui partent avec une 10 tentatrices. Mais quand je te dis 10 tentatrices, c'est en mode, c'est leur métier. Genre en mode, elles sont payées là pour vraiment faire flancher les hommes. Donc il y a vraiment du rentre-dedans de fou. Ils font des soirées tous les soirs. Ils sont tous en maillot de bain sur une île paradisiaque au Mexique, machin et tout. Et les femmes du couple, pareil, avec 10 mecs ultra bien foutus, pareil, soirée tous les soirs, ça fait des séances massage. Il y a des dates organisées entre tentateurs et personnes du couple, etc. Et tu as tous les 2 jours ou tous les jours un visionnage de ce que l'île fait, l'autre île fait. Ça veut dire que les femmes vont se réunir, vont regarder une par une des courtes séquences d'interaction de leur mec avec des tentatrices. Trash parfois, du coup. Des fois c'est trash, genre littéralement il y a des personnes qui peuvent voir leur partenaire faire l'amour à une autre personne, donc tromper en direct. C'est top. Et moi ce que je ne ferai jamais, c'est que... Moi, je pense à ma famille. Je me dis, attends, là, je me mets en couple. Et genre, imaginons, mon mec me trompe, ou moi je trompe, enfin, j'en sais rien, mais peu importe. Genre, il y a papy et mamie qui savent, quoi. Tu vois? Ouais, mais tu vas les mettre bien après avec tout l'argent, tu vas devenir influenceuse. Non, il faut voir plus large, Business. Ok, pour l'argent, mais... C'est vrai que c'est un truc, voilà. Moi, c'est vraiment, c'est trop public pour. Mais par contre, regardez, ça c'est le kiff, quoi. J'avoue qu'on fait vraiment des pop-corn, quoi. Bref. Next. J'ai envie de savoir aussi votre avis là-dessus. Oui, dites-le nous sur le chat. On va revenir justement à ton métier de sexologue, je te propose. On va parler un peu plus du côté sexualité. C'est vrai que
dans une tranche d'âge assez jeune, entre 18 et 25 ans, c'est le moment des premières fois. Quel conseil, justement, donnerais-tu à quelqu'un qui s'apprête à faire sa première fois, qui est en général un peu stressé? En fait, souvent, c'est ça le truc, c'est qu'on est stressé. Et donc, souvent, on pense qu'on est censé avoir mal lors de la première fois. Mais c'est pas la première fois en tant que telle qui fait mal. C'est le fait d'être stressé. Du coup, notre corps est plus crispé. Et donc, c'est ça qui fait mal. Parce que sinon, on n'est pas du tout obligé d'avoir mal lors de la première fois. Donc, justement, que ça soit avec ton ou ta copine, déjà, t'es pas obligé d'être en couple pour faire ta première fois. Mais par contre, être à l'aise, ça va te permettre que ça se passe au mieux. Donc ça, ce serait vraiment le conseil numéro 1, le faire avec une personne avec qui tu es à l'aise. Ensuite, là, c'est mon petit côté préventif. Vous protéger. Et oui, on en a parlé justement. C'est important. Non, mais on l'oublie un peu des fois. Vous protéger ou alors avoir fait des tests avant, quoi. Et avoir eu les résultats. Quand même attendre les résultats. C'est hyper important. Tu peux justement nous rappeler justement les moyens de protection qui sont disponibles? Donc, en tout cas, pour tout ce qui est IST, le préservatif, que ce soit masculin ou féminin, en réalité, pour les IST, c'est le seul. Enfin, c'est les seuls, quoi. Ok. Merci pour cette prévention, parce que c'est toujours utile de. Moi, j'ai une question, par exemple, parce que voilà, je suis française. C'est assez accessible d'avoir, je sais pas, accès à la pilule du lendemain ou même à des préservatifs. Enfin, c'est en libre accès, c'est pas en libre accès, c'est payant. Est-ce qu'il faut une ordonnance du médecin? Comment ça se passe en Belgique? Non, pas du tout. En Belgique, on a la chance d'avoir les plannings familiaux. Normalement, il y en a un dans chaque commune. Moi, je travaille dans un, justement. Et donc, on peut rentrer, c'est gratuit. Préservatif, pilule du lendemain, c'est aussi gratuit. Test de grossesse, là, c'est 5 €. Mais c'est toujours moins cher qu'en pharmacie. Donc, c'est vraiment accessible. Dépistage aussi? Dépistage. Dans certains plannings familiaux? Ça dépend. Parfois, alors là, c'est à certaines dates. Et sinon, si on a une mutuelle, c'est 6 €. Mais sinon, vous, dans les plannings, vous accompagnez aussi, si, admettons, vous n'êtes pas dans la période où vous effectuez les tests, vous pouvez aussi accompagner le jeune qui se rend justement au planning pour lui indiquer justement les possibilités. Oui. Après, on a un planning qui fait tout, donc généralement, si on a de la place, on vous accueille avec plaisir. Mais sinon, oui, on vous redirige. On essaye de voir avec vous aussi le nombre de semaines, parce que ça sert à rien de faire un test de toute façon avant 6 semaines. Vous allez quand même devoir revenir. Donc voilà, on discute avec la personne pour s'assurer de lui apporter la meilleure aide. Trop bien. Et d'ailleurs, tu as parlé de choses de prévention. Tu fais aussi des formations Evras. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous raconter qu'est-ce que tu découvres de la mentalité des jeunes Belges autour de la sexualité? Alors, je vais rester dans le très gros, parce que je leur dis toujours qu'il y a le secret professionnel, donc je dois le respecter. Mais sinon, donc oui, on va dans différentes écoles pour parler d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc ça veut dire ça, les phrases. Trop important. Franchement, oui. Après, je sais qu'il y a eu plein de polémiques, etc. Mais je crois que ce qui est super important de rappeler, c'est que, bien sûr, nous, on vient avec un savoir, un canevas, mais on s'adapte aux enfants qu'on a devant nous. Donc généralement, déjà, on commence toujours par poser la question quel sujet vous avez envie de parler. Donc en fait, parfois, c'est juste eux qui amènent un sujet. La dernière fois, c'était trop intéressant. Ils avaient parlé de la santé mentale des hommes. Et donc, ils voulaient qu'on parle de ça, la santé mentale des hommes. Et donc, voilà, ça peut vraiment être ça. On n'est pas du tout obligé de parler de sexe. Je sais que parfois, ça fait peur à certains parents. Alors qu'en fait, vu que c'est vos enfants qui décident en fait de quoi on parle, souvent, si on parle de sexe, c'est parce que vos enfants ont des questions. Et ils profitent de ce moment-là pour pouvoir les poser. Et c'est bien de poser des questions, surtout à l'âge où les hormones travaillent, qu'on a envie de faire des premières expériences sexuelles. Surtout à des professionnels aussi. Des experts. Oui, voilà. Des fois, c'est un peu plus tabou d'en parler avec ses parents ou autres, et même avec des amis. Et donc, c'est bien, justement, je trouve, d'avoir ça. Moi, j'aurais kiffé avoir ça quand j'étais jeune, mais comme je suis super vieux, je n'ai pas eu ça. Mais c'est bizarre, vous n'avez pas eu ça? Parce que c'est là depuis les années 1900. Si, moi j'ai eu ça à l'école, mais je crois 2 fois quand j'étais en secondaire et c'est tout, quoi. Moi, c'était vraiment mettre le préservatif sur la banane, quoi. En courant des ET et puis hasta, quoi. Tu gardes la banane, quoi, toujours. Bien placé. Et on voit, est-ce que par exemple est-ce que vous parlez beaucoup pornographie avec les jeunes? Je sais que ça a été un sujet que les écoles voulaient parfois qu'on parle.
Mais ça dépend vraiment de ce que les élèves nous disent. Parce que parfois, on va pas parler de ça si eux n'ont pas envie de parler de ça ou sont pas à l'aise de parler de ça. Parce que parfois, il y a des grandes différences dans les classes aussi. Donc, ça dépend. Parfois, oui, ça peut être un vrai sujet sur justement à quel point c'est pas proche de la réalité. Il y a beaucoup le sujet de mais comment ça se fait que c'est aussi facile d'en regarder? Du coup, on parle un petit peu de ça, de la différence avec la France maintenant, justement. Donc voilà, ça dépend un petit peu. On parle pas des scènes en soi. C'est vraiment beaucoup plus large. Mais d'ailleurs, on le rappelle que tout ce qui se passe dans la pornographie n'est pas forcément la réalité. Genre vraiment déconstruire, parce que ça peut être hyper impressionnant hein, si on découvre notre corps et nos envies via la pornographie. D'ailleurs, est-ce qu'il crée nos fantasmes même? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent devenir addictes au porno? Oui. Ouais. Bon, c'est super addictif, hein. Il y a plein de stimuli, c'est chouette, ça apporte du plaisir, c'est super addictif. Mais comment on fait pour s'en détacher? Pour vraiment revenir à l'imaginaire? À l'imaginaire. Mais déjà, revenir à l'imaginaire quand on a le porno, enfin, même là, on en a parlé avec justement un Evraz, mais il s'imaginait pas, par exemple, se masturber rien qu'avec l'imagination. Ça n'avait pas de sens. Pourquoi faire ça? Donc, en fait, il n'y a même pas d'imaginaire. C'est ça qui est encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de faire comprendre que, OK, il y a le porno. OK, c'est pas grave de regarder du porno. Mais viens que c'est pas juste ça, en fait. Que ta sexualité se résume pas à ça. Et donc, de carrément créer un imaginaire et dire aux gens, il y a d'autres possibilités, en fait. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Qu'aujourd'hui, c'est en train de se perdre parce que directement, le premier truc, dès qu'on a l'âge de se masturber ou qu'on pense qu'il faut un âge, ça arrive aussi souvent, on va vers ça et on oublie qu'il y a plein d'autres choses, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais pour sortir? Enfin, quelles sont les autres choses? Justement, l'imaginaire. Et les premières fois, ça va être galère. Hein. Par contre, se masturber quand on n'a pas l'habitude, rien qu'avec sa tête, justement, ça prend plus de temps. Donc, autant en profiter. Tout ce qui est lecture aussi. Et puis, si on est vraiment dans une addiction, c'est vraiment trouver qu'est-ce qui arrive à freiner notre envie. Déjà, sentir l'envie. Parce que, en fait, ce qui se passe avec une addiction, c'est que parfois, on ressent même plus l'envie. On va juste regarder un porno parce qu'on n'a rien à faire. Par habitude. Voilà. Et donc revenir un petit peu à ça, OK, je vais regarder du porno, mais que quand j'en ai envie. Comme ça, on reprend cette habitude de je sens mon corps, je vois réellement ce que j'ai envie. Donc c'est mettre ça un petit peu en place. Puis apprendre à se connaître soi-même et savoir OK, est-ce que j'ai vraiment envie du porno ou j'ai besoin d'une activité qui me vide la tête? Du coup, par quoi est-ce que je pourrais remplacer ça? Ça peut être une série, ça peut être aller courir, Strava. Dédicace à ta chronique. Donc voilà, c'est vraiment revenir à ça. OK. Et est-ce que tu aurais des conseils pour tout ce qui va être confier ses désirs, ses envies à un partenaire, que ce soit un coup d'un soir, ton sexuel ou ton amoureux ou amoureuse? Mais des fois, on n'ose pas trop. Mais déjà, si tu n'oses pas trop dire tes désirs, demande-toi est-ce que du coup c'est la bonne personne pour avoir un rapport? Parce que c'est-à-dire que tu n'es peut-être pas assez à l'aise pour pouvoir faire ce que tu as envie. Et quand on a un rapport avec quelqu'un, il faut que les deux aient envie et que ça se fasse bien, que leur plaisir soit comblé à tous les deux. Et puis après, voilà, essayer d'en parler, mais pas forcément en parler par rapport à toi. Tu peux, par exemple, parler d'un truc que tu as vu dans un film et puis voir comment la personne réagit. Et ça te permettra de dire « Ah, en fait, moi, je pense aussi comme ça. » Et voilà, il y a toujours moyen un petit peu d'en parler sans parler de soi. Du coup, on en revient au début de l'émission, la communication, avant tout. C'est ce que je vous disais. La boucle est bouclée. Et du coup, tout au long de l'émission, on a pu parler de l'amour dans tous les sens du terme. Mais il y a encore une seule chose que l'on n'a pas abordée, ce sont les greens et les red flags. C'est hyper important, on va pas se le cacher. Nous allons, Marius et moi, te donner des situations et tu devras nous dire si c'est plutôt un green ou si c'est plutôt un red flag. Okay. Marius, selon toi, pas en tant que... Et est-ce qu'on donnerait pas la définition d'un green flag et un red flag pour les boomers qui nous suivent finalement? Et il y en a quand même quelques-uns. C'est quoi un red flag? C'est quoi un green flag pour toi, Célie? C'est vrai que c'est une question qu'on pose beaucoup aux enfants parce que c'est, comme m'a dit une élève à un moment, mais madame, c'est trop tendance, bien sûr qu'on veut faire ça. Wow. Parce que finalement, red flag, c'est des choses qui nous dérangent chez quelqu'un ou soit qu'on n'aime pas. Mais l'idée derrière red flag, c'est comme quand on est sur la route, quand c'est rouge, c'est que c'est un danger. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas y aller. C'est juste une alarme. OK, je dois faire attention à ça.
Et c'est peut-être s'il y en a plusieurs que là, on se dit non. Alors que c'est vrai que green flag, comme sur la route aussi, je pense que c'est une bonne comparaison. Ça veut dire qu'on peut y aller. Après, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a continué son chemin, C'est 100% safe. voilà, il y aura peut-être le j'aime- feu rouge. J'adore ta définition. On assume les Alarme risques. ou pas. Alors, la première phrase, n'hésitez pas dans le chat à nous donner votre avis si c'est un green flag ou un red flag. Yael, le premier, c'est... Garder les chaussettes au lit, green ou red flag? Red flag, mais c'est juste personnel. Je trouve que c'est pas esthétique. Ça casse l'ambiance. Dites-nous aussi sur le chat si pour vous, le C'est garder les green flag ou chaussettes red flag au selon lit. vous, selon vous Il y a Christophe qui qui- nous dit effectivement flag. red flag. Il a dit RF, on ne sait pas s'il dit red flag ou Roger Federer. On n'est pas sûr à 100%. On ne sait pas s'il aime bien le tennis. Marius, question suivante, je me parle à moi-même, tout va bien. C'est la fin de l'émission, les amis. Il ou elle habite chez ses parents encore à 30 ans. Est-ce que c'est green ou c'est red flag selon toi? Ça dépend s'il a un vrai rêve et qu'il travaille à fond dessus et que c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Et du coup, c'est pour ça qu'il vit chez ses parents. S'il y a une vraie raison derrière, ça me dérange pas. Mais sinon, c'est raide. Faut avoir des ambitions, du coup. Ouais. Interdire de sortir en boîte, green ou red flag? Donc le fait d'interdire ton partenaire à aller C'est en ça. boîte. Aller en boîte. Mais déjà, le fait d'interdire, point, red flag. C'est Ah ouais. vrai. Ah, bien vu. Moi, je suis d'accord. Après, au cas extrême, s'il y a des trucs qui sont vraiment genre qui te rendent vraiment mal ou qui te Mais mettent t'as pas vraiment besoin bien. d'interdire, la personne doit Non, le bien sûr, mais il y a savoir, quoi. sûrement des cas extrêmes que j'ai en Oui, tête. mais on en parle. bien sûr. Enfin, pourquoi tu m'interdis, quoi? Exact. La communication, les amis. Payer au premier date, green ou red flag? Green. Green. Enfin, pour moi, c'est même pas un débat. Mais après, ça, c'est encore personnel. Mais Dans une relation hétéro, homme et femme, tu trouves qu'il y a une différence entre chez les hétéros et les LGBTQIA+, par exemple, les cuirs? après, ça change. Culturellement, si on va dans les pays du Nord, par exemple, c'est la femme qui paye. Et c'est comme ça. Mhm. Plus on descend, plus c'est C'est à le l'homme mec. de payer. Donc, voilà. Donc voilà, moi je viens plus du sud, donc pour moi c'est l'homme qui paye, en tout cas dans ma vision du monde. Mais je comprends tout à fait que maintenant, et vu qu'on est sur une égalité, on essaie d'avoir une égalité, même si, enfin voilà, c'est encore un autre sujet, que ça soit plutôt partagé, quoi. Tu veux dire après le premier date, quoi? Donc le premier Même au date... premier date, il y a des Ok. gens qui... Une fois, on a eu cette discussion avec un ami, lui il part du principe qu'au premier date, il fait moitié-moitié, parce qu'il sait pas s'il va revoir la fille. Hmm. Ah, oui, ok. Donc, Moi, voilà. je fais moitié-moitié parce que comme ça, je lui dois rien. Et il y a aussi ce truc-là de... Je comprends. Moi, j'ai pas ça. Parce que moi, je pars du principe que je mérite que tu payes pour moi. Ah Et donc, j'ai- Ah. Donc, Mais je quelle ressens pas... reine. Quelle reine, boss lady. Donc, je ressens pas ça. Mais c'est vrai qu'une fois, j'ai une amie qui m'avait dit ça, parce que j'allais à un date où c'était juste regarder un film. Elle m'a dit, mais tu penses pas que du coup, le mec, il va vouloir coucher avec toi? Enfin, personne ferait ça. Et moi, je me disais, non, il a dit qu'il allait payer une pizza, qu'on allait regarder un film. Je me sens pas du tout obligée de quoi que ce soit. Et je crois que c'est aussi à toi de te poser la question en toi-même. Si tu te sens obligé, si tu sais qu'en acceptant ça, ça veut dire que possiblement tu as le sentiment de devoir, alors oui, accepte pas et paye. Et c'est pas Et parce ta qu'on partie. te paye quelque chose que tu dois Ouais. assouvir les besoins de la C'est personne ça. qui t'a En En payé tout cas, quelque pour moi, chose. non. Et c'est ce que je On fais. rappelle, le consentement, le consentement, C'est le très consentement. important, les amis. Prochaine mise en situation, être pote avec son ex, green ou red flag? Attends, je pense que t'as pas bien précisé. Ton ex, mais qui est un peu foufou ou fofolle. Ah, il y a ça? Non, c'est deux. Non, c'est deux questions Ah, vous êtes complètement vraiment différentes. sujet à la Ouais. prochaine. Pote Non, en avec son fait, ex. pour vraiment être dans les coulisses de l'émission, il est 21h59, on doit bientôt clôturer, donc on a sauté une question volontairement. Ah, c'est donc ça. Alors pour aller vite, moi je vais dire green flag. Green flag? Ouais. T'es dans ma team. Green Mais en flag. réalité, c'est plus orange flag. Mais parce que je me dis, c'est-à-dire que. C'est un middle, quoi. C'est C'est entre un les petit deux. middle. Parce que d'un côté, je me dis, c'est-à-dire que s'ils s'entendent bien, c'est-à-dire que ça s'est bien terminé, que voilà, il a su bien gérer la situation. Enfin, là, je parle de relation hétéro. Donc c'est plus ça. Après, quand tu m'as moi dans ta vie, pourquoi t'aurais besoin de ton ex? Hey, boss lady. Et Bien puis vu. dans les relations queer, rester pote avec ses ex, c'est beaucoup plus commun aussi, quoi. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup d'histoires où, enfin, la question de la possessivité de l'autre, même, tu vois, genre, tes potes couchent avec tes ex ou des trucs dans le genre, quoi. Genre, Ouais, c'est vrai. Et sur le chat, il y a aussi plein de green flag et en fait, c'est mythe, hein, c'est green et red flag. Donc, des avis mitigés. Donc, À fond. Marius, c'est la dernière question. Dernière la petite question, allez, mise en dernière, situation. c'est être jaloux. Est-ce que c'est green ou red flag?
Aïe, 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 hésitation. Mais oui, c'est super dur de répondre à ça sans explication, parce que pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste un sentiment, point barre. Si tu arrives à en parler, que tu sais gérer ça, bah alors c'est green flag. Si t'es le genre de personne, quand t'es jaloux, tu vas m'interdire, ou tu vas me frapper, ou je sais pas quoi, c'est red flag, quoi. Donc c'est comment tu sais gérer ta jalousie. C'est super Eh bien, ben, sûr, expliqué. on en prend note. Eh ben, écoutez, moi j'ai passé une très belle émission. Ben C'était oui. très chouette. Et toi, On Céline? a eu un. C'était très chouette. Allez, c'est passé vite. Et surtout, elle a la banane et j'adore, tu souris tout le temps, t'es super solaire en fait. J'adore, c'est génial. On peut te suivre justement sur tes réseaux. Oui, vous pouvez me suivre sur Autour de la banane. Allez. Autour de la banane, vous vous rendez compte? Nous avons 2 bananes autour de la table, c'est magnifique ce qui se passe. Eh bien, moi j'ai passé une super émission. Écoutez, on va se retrouver le mardi 3 mars à 21h, comme d'habitude, sur Twitch en live et en télé le lendemain. Le prochain invité est de taille, donc soyez prêts. On vous teasera un peu sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux BX1 Zine et Autour de la banane. Et oui, soyez attentifs. Et puis demain, si vous êtes venu en cours d'émission, pas de panique, on est en replay en télé sur BX1 dès 16h45. Et puis aussi une émission à retrouver sur la chaîne YouTube de BX1 et sur notre site web BX1.be. Et on vous souhaite surtout de très très bonnes vacances, parce que c'est bientôt les vacances de carnaval. C'est bientôt les vacances et c'est Et surtout ouais. bientôt la Saint-Valentin. Et ouais, passez une bonne Fêtez Saint-Valentin bien du coup. l'amour. Profitez bien l'amour, l'amitié, toutes ses formes. Et puis, comme on dit, n'oubliez pas, on va le dire à 3. 1, 2, 3, un, gardez la banane. Salut à tous, ciao ciao.